Olmi-Capet, le 5 janvier 1888. Un monsieur qui écrit à son frère à Marseille. « Cher frère, tu te plains que je ne te fais pas savoir les nouvelles du village. Eh bien, je t'en donnerai des bonnes, de lesquelles tu ne le croiras pas, mais pourtant, c'est de l'histoire. Tu sais donc que Bataline Noël est décédé dans le mois de septembre en Égypte. Un mois après son décès, il est arrivé au maire de notre commune son testament. Et voilà ses dispositions. Je trouve ça extraordinaire. En 1888, voilà, qu'on prenne aussi autant au sérieux ce qui devait se passer. Les économies faites en Égypte dans l'espace de 52 ans. Il les a disposées et bien assurées en faveur de la commune pour faire un grand collège dans la commune. Et puis, une pharmacie avec un médecin-major. La somme de ces économies s'élève de sûr à 600 000 francs. Et on croit qu'elle s'élèvera à 900 000 francs. Pour commencer le travail de l'établissement, 100 000 francs sont déjà déposés entre les mains du père général d'Ajaccio. Nous attendons le plus tôt possible l'ingénieur pour choisir l'emplacement pour le collège, de manière à ce que le canton d'Olmi-Capet sera heureux en tout et pour tout. Ça beaucoup. Donc, chers frères, cherche d'avoir beaucoup de fils pour les instruire, car le collège ne manquera pas. Alors, bon film. Reprenons la chronologie à son commencement. L'histoire de cet édifice est suffisamment belle pour que l'on ait envie de vous la raconter. Au XIXe siècle, près d'Alexandrie, au crépuscule de sa vie, Noël Bataline y lance un dernier regard sur son passé. O Yonsane, Yonsane, mon doux pays toujours bercé par l'onde, le soleil, le ciel bleu, le parfum du maquis, c'est toi, vallée adorée, la plus belle du monde, ô terre agreste et fière, où un jour je naquis. Yonsane, loin de toi, la nostalgie profonde me domine, m'étreint, me poursuit tour à tour. Dans la vie désormais, je guette la seconde qui viendra m'apporter la joie de mon retour. L'écho de tes vallons retentit dans mon être. Il fait frémir mon cœur, obscurcit ma raison. Il me semble en ce jour au loin voir apparaître tes vallons, tes sommets, dans un vague horizon. Aube d'un jour lointain, comme dans un mirage, à bord d'un bateau vapeur je fixe mon regard sur un charmant décor, magnifique et sauvage, toujours si captivant et doux à mon égard. Près d'Alexandrie, dans le port et sur la mer tranquille, au lever du soleil, je regarde ébahi les maisons et les rues d'une petite ville et sens vibrer en moi la langue du pays. Olmi-Capet, mon village et mon champ d'espérance, près de toi je ressens l'ineffable douceur. De l'ardent souvenir de toute mon enfance, caressé par ta brise et par ton vent berceur. Mon village apparaît au détour de la route. Le clocher se profile en un cadre enchanteur, et soudain, malgré moi, mon âme frémit toute, je frissonne, et je sens battre fort mon cœur. Hameaux groupés de tuiles recouvertes, étroites rues pavées, places, petits chemins, votre charme est caché parmi les pentes vertes, où la nature étend ses heureux lendemains. Village de Yonsane, joyaux sortis de l'onde, les hommes ont tant marché dans le sillon tracé. Aujourd'hui, le jour se lève sur l'autre monde. Désormais, l'espérance guide nos pas ici. Je sous-signais Noël Bataline, commerçant, demeurant et domicilié à Damanou, saint de corps et d'esprit, déclare
solennellement par les présentes qui constituent mon testament, arrêter comme suit la disposition de tous mes biens, meubles et immeubles. Biens situés en Corse. Je donne et lègue à mes sœurs survivantes ou à leurs héritiers tous les biens, meubles et immeubles qui me proviennent ou proviennent des successions de mon père, de ma mère ou de mon oncle en Corse au moment de mon décès. Biens situés en Égypte ou dans tout autre pays qu'en Corse. Je donne et lègue à la commune d'Olmicapé, arrondissement de Calvi, tout ce que je possède ou posséderai, biens et immeubles, meubles, valeurs, titres, créances, en obligation, tant en Égypte que dans tout autre pays, à l'exception de la Corse. Toutes les sommes provenant de ma succession, comme il va être dit ci-après, devront être employées par la commune d'Olmicapé à la fondation et à la dotation d'un établissement d'instruction et de bienfaisance publique gratuit pour l'éducation des enfants, filles et garçons de la commune d'Olmicapé et même des autres communes du canton. L'instruction donnée dans l'établissement devra être laïque. Un médecin sera attaché à cet établissement et une pharmacie sera installée pour les soins médicaux. Le dit établissement sera administré par la commune d'Olmicapé conformément aux lois de l'État et il portera sur la façade une plaque avec ces mots « Fondation et dotation de Noël Bataline » puis la date de la fondation. Dans le but de faciliter à la commune d'Olmicapé la réalisation de tous les biens quelconques, meubles et immeubles, et notamment les créances hypothécaires et la conversion des biens en fonds nécessaires à l'exécution de mes dernières volontés, j'entends que ma succession, en ce qui concerne le legs fait à la commune d'Olmicapé, soit toute mobilière. À cette fin, j'institue 3 exécuteurs testamentaires qui auront pour mission de faire parvenir ma succession en cette nature à la commune d'Olmicapé. Et pour cela, je leur donne les pouvoirs les plus étendus pour vendre les immeubles et réaliser toutes les créances hypothécaires, tant à l'amiable que par voie de droit. Je nomme comme exécuteurs testamentaires M. Émile Mercier, M. Léon Benoît, M. Démosthène Risette et leur donne la saisine de tous mes biens. Mes exécuteurs testamentaires devront faire en commun tous les actes de gestion et seront solidairement responsables de leur gestion. En reconnaissance de leur peine, je donne et lègue à mes exécuteurs testamentaires le 1% à prélever sur les sommes qu'ils enverront pour le compte de la commune d'Olmicapé, comme il vient d'être dit ci-dessous. Par le présent testament seront expressément révoquées toutes les dispositions contraires. Je donne et lègue le mobilier de ma maison comme suit à Gabriel Mercier, voiture, cheval et harnais. À Démosthène Risette, la montre en or. Le restant du mobilier de 24 parties, 14 à Claquet, écrivain, 6 à Orpha, cocher, et 4 à Ali, domestique. Telle est ma volonté. Dans Namur, le 25 septembre 1887, Noël Bataline. 1887. Le 25 décembre, à 8 heures du soir, le Conseil se réunit en session extraordinaire suite à la lettre du sous-préfet. Monsieur le maire, Philippine Antoine, après avoir ouvert la séance, propose au Conseil d'accepter le legs fait à la commune s'élevant à environ 500 000 francs par le sieur Bataglini Noël, négociant, décédé à Damanhur en Égypte, pour être employé à la fondation d'un établissement public gratuit et laïque d'instruction pour l'éducation des enfants, filles et garçons, de la commune d'Olmicapé et des autres communes du canton. Le conseil municipal délibère à l'unanimité et soumet la délibération à l'approbation du préfet. 1894, le 19 janvier. Décret d'autorisation du président de la République donnant au maire le droit d'accepter le legs à hauteur de 5/6 d'un montant évalué à 537 666 francs. Les maires des communes de Vallica, Pioggiolo et Mausoleo, composant avec la commune d'Olmicapé le canton de ce nom,
sont autorisées à accepter le bénéfice pouvant résulter pour elles du legs fait par Noël Battaglin à la commune d'Olmicapelle. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 1893, le 8 du mois d'avril, le conseil municipal décide à l'unanimité des présents de désigner comme architecte M. Sorba, conducteur des ponts et chaussées à Belgodère. Offre, par les travaux antérieurs, toutes les garanties de capacité possibles et vote un crédit de 10 000 francs pour parer aux premiers besoins. 1898, le 20 février, le maire soumet à l'approbation du conseil les plans et devis du groupe scolaire Battaglin élaborés par le même architecte. Le conseil, considérant que les montants des travaux s'élèvent à une somme trop forte, invite l'architecte à faire des retouches et à ramener le devis à 140 000 francs au maximum, et prie monsieur l'architecte de présenter un nouveau travail dans un délai de 20 jours. Septembre 1898. Le groupe scolaire Battaglin sera construit selon les plans et devis présentés par l'architecte et s'élevant à la somme de 98 000 francs. 1899. Donation par les frères Antoniotti, reçue par M. Giafferi, notaire à Piogiola. Antoniotti Ignace et Mademoiselle Antoniotti Marianne donnent un terrain au lieu-dit Quarciolo et Granadiolo, compris dans le plan cadastral 99 et 74, d'une superficie de 22 arts 68 centiares. La dite donation est faite dans la condition où la commune construit l'école Battaglin. Le conseil, en remerciant les donateurs, accepte le cadeau qui a été fait à la commune et prie monsieur le préfet d'approuver la présente délibération. La pierre a été extraite sur place. C'est un granit porphyroïde avec de grands yeux d'orthose. Elle a été extraite avec de la poudre noire. On faisait des mines avec une baramine et du cordon Bitfort et puis on a extrayé la pierre comme ça. Elle a été extraite sur place. Et la carrière, elle portait le nom du lieu, la diète de Saint-Martin, les aires de Saint-Martin. Le sable, c'était une altération du granit qu'on appelle arène. En Corse, on appelle ça oudo, voilà. C'est pas du tube volcanique, parce que le tube volcanique, c'est une pierre blanche comme on trouve en Sicile et dans pas mal d'endroits où il y avait des volcans, quoi. Après, on a bâti les murs et les fondations avec des blocs presque cyclopéens dans le bas. Et comme liant, il y avait cette arène et de la chaux. On extrayait de la pierre au rocher de Saint-Colomban. On descendait cette pierre dans des fourneaux à chaux à Cavres. C'était le territoire de Palasque, mais les fourneaux étaient là. Et on coupait du maquis dans les environs pour faire cuire la pierre. Une fois la pierre cuite, on la transportait sur des tombeaux. Pour l'éteindre, on faisait des fosses sur place. Les échafaudages étaient en bois de pin, assemblés. Au fur et à mesure qu'on montait, on augmentait la hauteur des échafaudages. Et il y avait des trous dans les murs. On enfonçait des boudrons et il y avait des bigues qui les soutenaient. Et les murs étaient montés à opus incertain, c'est-à-dire à joint incertain. Des forgerons qui forgeaient les clés. Et au début, il n'y avait qu'une extrémité qui était ancrée dans le mur. On chauffait avec du feu la barre de fer qui servait de clé, de façon à ce qu'elle allonge. Et puis après, on bouclait l'autre côté, et elle était amarrée de l'autre côté. Et en refroidissant, ça tenait le bâtiment. Celles qui restaient en apparent, c'était des pierres qui venaient de la forêt de Méladia. Elle pouvait se tailler, cette pierre. Elle avait 2 fils. Pour l'extraire,
on faisait des trous avec une baramine, et après on enfonçait des coins progressivement pour déliter la pierre. Quand on taillait une pierre, on la mettait dans un angle. On appelait ça iwadre, des pierres d'angle, quoi. Voilà, on l'a transporté jusqu'à pied d'œuvre avec ce qu'on appelait igari. C'était de grandes remorques tirées par des chevaux et la charpente aussi a été faite sur place. Dans la forêt de Tartagine, il y avait des arbres qu'on coupait à maturité. La couverture, par contre, était faite avec des tuiles. Je ne sais pas si c'était de Francarde ou si elle venait du continent. Mais enfin, la toiture était en terre cuite. Et les crépis étaient faits avec de la chaux et de la reine. Cette altération du granit en sable, quoi. Comme dans tous les travaux du bâtiment, d'autant plus en pierre, il y avait des masses et des coins pour façonner la pierre, même si elle était presque pas taillable. On employait les pierres, je vous ai dit, en opus incertum. C'était il y avait des ciseaux pour la pierre, il y avait des aiguilles. Il y avait un forgeron qui était là sur place pour tremper et forger les pointes quand elles se cassaient ou les ciseaux. Je sais que même les femmes étaient employées pour porter de la reine et des pierres. Je suppose que, comme dans toutes les constructions de l'époque, le mortier se montait avec ce qu'on appelle un oiseau, une espèce d'auge faite avec de planches fermées à une extrémité. Ça se portait avec des courroies sur le cou et on renversait pour remplir les gamates. Et les pierres, elles étaient montées avec une poulie. Vous n'avez pas manqué, monsieur le préfet, d'admirer le pays pittoresque qui donna le jour à Battaglini. Ses hautes montagnes, ses sommets escarpés, ses ravins profonds, ses bois touffus, ses belles campagnes ensoleillées. Battaglini a toujours conservé pour ce pays un culte qui allait jusqu'à l'idolâtrie. Et la preuve, c'est le don qu'il lui a fait de sa fortune, qui s'élevait à plus d'1 million. Dans les plaines égyptiennes, où il a passé 50 années de son existence, le grand souci de Battaglini a toujours été le Giunsani, où il a vécu les années de son enfance et de sa jeunesse, où il avait laissé de chaudes sympathies et de solides affections. Sa préoccupation constante a toujours été d'accumuler la fortune qu'il nous a léguée et de voir progresser le pays où reposent les cendres de ses ancêtres. Son rêve ne s'est pas complètement réalisé, mais, hâtons-nous de le dire, ce n'est pas par sa faute, mais bien par la faute de ceux qui l'entouraient à ces derniers moments. L'école que nous inaugurons aujourd'hui va répandre parmi nos enfants la manne bienfaisante de l'instruction. Cette instruction sera conforme au programme du gouvernement, ce qui comblerait de joie Battaglini s'il vivait encore, car il assisterait à la réalisation d'un des vœux qu'il caressait le plus, celui de voir instituer à Olmicapella un enseignement laïque conforme aux idées modernes. Ah, c'était un homme aux idées larges et généreuses, un démocrate sincère que ce citoyen qui nous a donné un si bel exemple d'une vie consacrée tout entière à son pays natal et à la propagation des idées républicaines qui formaient le fond de son caractère. Battaglini a largement contribué par sa conduite à l'égard du Giunsani à y propager des principes et à extirper le bonapartisme qui était encore florissant il y a quelques années. Dès lors, l'idée républicaine a triomphé dans le pays. Et, je le répète, le nom de Battaglini a puissamment aidé à obtenir ce résultat. Nous ferions preuve d'une vaine ingratitude envers la mémoire de Battaglini
et nous serions de mauvais citoyens si le souvenir de cet homme de bien ne restait pas éternellement gravé dans nos cœurs, et si nous n'apprenions pas à nos enfants à prononcer son nom comme celui d'un bienfaiteur, digne de leurs hommages et de leur vénération. E dopo avevamo mamma a Giappone a caserna, abbiamo usato. Da caserna eravamo più di un'Argentina, quella a scuola collegio. C'erano tutti i gendarmi, eravamo 34-35, eravamo numerosi, c'erano 5 famiglie gendarmi, erano tutti i poi c'era Luigi, un marcante, c'era Antoine, c'era Michel, Mathieu, e poi c'erano Bujoas, qui giungevano, Andy Françoise, Cécile, souvent venivano con moglie a mano e venivano a scaldarsi. Prima di quella scuola. Enfin. Che ti è restato di questa scuola? A me mi è restato tutto, quasi tutto. Ci riconosce. Noi sortiamo quasi vicini. Abbiamo tanti contatti, è vero. Noi abbiamo il maestro Mamma Antoniotti, ma bisogna era andata. A me, il che mi è restato un prezzo è M. Carignon. M. Carignon era qualche sia regretto, non ne manco approfittato abbastanza perché dopo, quando lui più tardi, poi ha fatto un corso di università, era qualche sia di... Una lezione spiegata, era spiegata. Pensi che è stato per tutti noi un puntello? Io credo. Non è che un difetto, era dimigo e poi era sottomessa alla sua mamma. Juin 1940, tout le monde était abattu, c'était l'armistice. La France avait cédé devant la puissance allemande. Et bon, on est parti en vacances, je ne sais même pas. Le 19 juin ou le 18, tout le monde, c'était la dilution de l'école. Et après, petit à petit, entre 40 et 41, s'est instauré le régime Pétain, avec la propagande et tout ça, formation. Il y avait ce qu'on appelle les compagnons de France. On en parlera une autre fois. Ça cadrait la jeunesse. Et ensuite, alors, dès le mois d'octobre, je pense, quelques mois après, on a installé un grand mât planté dans la cour, juste à l'entrée de la cour. Et le lundi, on nous avait appris à chanter Maréchal, nous voilà. Et on hissait les couleurs. Toutes les classes étaient réunies, voilà. Tous les lundis, c'était ça. Bon, ça a duré. Et en 1941, je me souviens, fête de Jeanne d'Arc. C'était encore, il fallait sauver la France, je ne sais pas comment. Hein. Et on nous donne des gaules. Alors, on les avait enrubannés, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Et on est parti, il y avait Raymond, mon cousin, Pierre Argent, enfin, ceux qui avaient 14 ou 13 ou 14 ans. Et on passe fièrement pour porter les gaules à l'église, en criant « Vive deux, vive deux !» On avait entendu parler de Gaulle, c'était évocateur, « Vive deux !» pas plus. Hein. Mais ça a été signalé. Alors, il y avait le curé qui était plus ou moins... qui aimait bien l'Italie, et puis d'autres qui le poussaient, enfin, bref. Ça a failli faire une histoire où nos parents ont failli partir en prison. Ça, c'est assez, parce qu'il y avait un chef de gendarmerie, M. Papet, je m'en souviens bien, qui a été très diplomate. Hein. Il a su... Et puis le maire, je crois aussi, a su calmer tout le monde. Et voilà, bon, on est arrivé à 43. 30 mai 43, les Italiens débarquent ici, occupent l'école. Les chemises noires, hein. Donc, je peux vous dire que du jour au lendemain, on se retrouvait avec le soir, couvre-feu. À partir de 8h, 9h du soir, il n'y avait plus de personne dans les rues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, les Italiens, on a fermé l'école. Le 30 mai, l'école. J'ai jamais eu de vacances aussi longues, hein. Sauf maintenant, depuis que je suis à la retraite. Les vacances ont duré jusqu'après la Toussaint. Parce qu'il y a eu la libération au mois de septembre. Et les Italiens ont déguerpi, mais ils avaient tellement de matériel qu'il en est resté, puis il y avait encore des reliquats. Et avant qu'on ait nettoyé l'école et tout ça, on est rentré après la Toussaint. 5 mois de vacances. On a bien survécu, je peux vous le dire. On dit les vacances,
Ben non, les enfants ont bien compris. Voilà. Et au mois de mai suivant, alors, les Américains, en 1944, sont arrivés, 1944 ou juin, et ils ont installé leur base d'observation à Crangelo, si chiama così. Au collège. Au collège. Voilà. Les Américains n'ont gêné à rien l'école. Hein. Ils étaient propres et polis. De ces personnes qui arrivaient, de ces militaires qui arrivaient de loin, non, il faut dire que, je pense, c'était des techniciens. Ceux qui étaient là étaient déjà d'une qualité, ils avaient une formation technique et tout ça, donc il y avait un comportement extraordinaire. Ils étaient bien. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris de leur manière de vivre et leur manière d'être Et est-ce que vous avez été surpris ou bien au contraire, est-ce que vous étiez heureux en tant que jeune? C'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on a dans la tête. Hein. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas été tellement surpris. Je croyais que j'en savais quelque chose. Mais il y avait quand même des nouveautés. Quand on a vu ces voitures 4x4 qui montaient, qui se tordaient comme ça, qui grimpaient sur une pierre et qui arrivaient là-haut, à Boccaleccia, là on était soufflé, parce que la mécanique, pour les garçons en particulier. Mais après, il y avait cette façon de donner tout ça, et les échanges qui se faisaient avec la population. Et peut-être quelques flirt aussi, ça, on n'en parlera pas. Et vous avez appris quelques mots dans le Oui, moi oui, j'avais un petit livre qui m'avait donné. Ça m'a servi. Mon livre, je le regrette. Il y avait bonjour, etc. Voulez-vous du café? Donnez-moi un timbre, tout à fait. Les livres qu'on donne aux militaires. Et puis on a... Ah tiens, je me souviens, quand ils jouaient au baseball. Oui, vous avez 50 mètres. Oui, il y en avait. Conçu à l'époque de Jules Ferry, le bâtiment est un édifice fortement cloisonné, avec des circulations limitées, organisées autour des 3 volets d'escalier. Sa structure extrêmement rigide était certainement adaptée aux exigences de l'instruction publique telle qu'on la concevait à la fin du XIXe siècle. Il comportait 6 grandes classes, une salle de sciences, les logements de fonction des maîtres, la mairie, la justice de paix, ainsi que le comité des fêtes. Le collège a gagné en réputation au-delà du Jonsagne. On y venait de Belgodère, de Moltifau, de Castifau. Il pouvait accueillir 300 élèves. En 1960, il ne comptait plus que 80 enfants et il a fermé ses portes en juin 1967, faute de collégiens suffisants. Un collegio a taglini, si ne va piano piano, cordoncine di già più, l'acqua è o secondo piano. Sa di qualcosa c'ho me, reghissi dello più soprano. I marisi so aperti, tanta gente spadriata, tutta stanta si ubane per ste lontane contrade. Tutta stanta si ubane per ste lontane contrade.
leggere so scuole, solo una neristata e ci ferma un sognozzo d'una vita straziata. E ci ferma un sognozzo d'una vita straziata. En adoptant un point de vue plus large, on est d'abord frappé par la masse imposante du bâtiment qui n'est pas à l'échelle de la vallée du Gionsani. La disproportion réelle entre la construction et le site fait que l'établissement Battaglini est perçu comme un monument. Il apparaît comme un juge tutélaire, massif et un peu sévère. Ouvert vers le nord, le bâtiment semble tourner le dos au village, regardant vers le col de Croge qui constituait autrefois la seule porte d'accès au Gionsani. La principale qualité architecturale, au-delà des détails constructifs et de sa distribution interne, réside dans son implantation sur un site très accidenté. L'architecture de l'édifice puise son inspiration dans les édifices classiques et néoclassiques dont les principales caractéristiques sont visibles en façade. Pilastres et corniches feignants, entablement et encadrement de baies. Cette implantation si particulière confère au bâtiment à la fois une grande homogénéité dans son aspect global et ses traitements de façade, et une hétérogénéité ingénieuse dans la fonctionnalité et le symbolisme des différentes façades. La particularité qui en découle est la présence de plusieurs façades principales d'aspects et de fonctions différents, conférant à l'établissement Battaglini une multiplicité de lectures pour l'observateur et de surprises architecturales au gré des cheminements. La façade nord affirme de par sa faible hauteur une composition horizontale néanmoins ponctuée de pilastres venant scander le rythme régulier des baies du rez-de-chaussée et de l'étage. De plus, l'axe de symétrie de la composition est clairement affirmé par un léger avant-corps abritant le portail et un unique étage d'attique accueillant l'horloge et son cadran. L'horizontalité est accentuée par, en partant du bas, un soubassement en saillie en rez-de-chaussée, une première corniche moulurée trahissant la position du plancher du R+1, le tout ponctué par une dernière corniche imposante et élégante. Les deux ailes en retour créent une cour élégante, fermée sur trois côtés et agissant comme une antichambre entre le monde extérieur et l'édifice. La façade est, plus imposante que la façade nord, peut être considérée comme une seconde façade principale, aussi bien par son ampleur que par son traitement. En effet, sa composition axée sur l'avant-corps lui confère un équilibre savant entre horizontalité et verticalité. Les proportions sont savamment mises en œuvre afin d'avoir une perception de l'édifice imposante, mais néanmoins accueillante. Le traitement des ouvertures, à l'instar de la façade nord, est composé d'entourages de baies originaux. Les portails du rez-de-jardin bénéficient d'ouvertures à arcades surlignées de clés feintes, vraisemblablement en ciment prompt. Les baies des étages supérieurs présentent un entourage similaire à celui de la façade nord. Les façades ouest et sud, quant à elles, sont plus dépouillées, mais participent de la présence puissante et affirmée de l'établissement Battaglini dans son environnement. Le bâtiment est long de 46 mètres. Les deux ailes, en retour, font 21 mètres de long. Elles encadrent une cour intérieure côté nord de 300 mètres carrés environ.
Le bâtiment est construit sur 5 niveaux, dont 3 seulement sont apparents sur la face nord, d'une hauteur approximative de 12 mètres. La façade sud, d'une hauteur de près de 20 mètres, laisse apparaître 5 niveaux. Le bâtiment occupe une emprise au sol de 612 mètres carrés et les 4 niveaux se superposent dans les mêmes dimensions. On dispose donc au total de 2500 mètres carrés bruts sur 4 niveaux, auxquels on peut rajouter, au niveau R-2, une centaine de mètres carrés gagnés sur le vide sanitaire. L'édifice est solidement construit avec des murs de 70 à 80 cm d'épaisseur. Le bâtiment est desservi par 3 cages d'escalier, une dans le corps central et une dans chaque aile. A risposte data oggi, prude gestu patrimonio, in rispetto a battaglini e salvastu testimonio. Dunque non ci scordemmo mai di stu dono egiziano chi ha dato a sta confina Usabelo più tarcano. Chi ha dato a sta confina Usabelo più tarcano. En 1998, un comité de pilotage composé des services de l'État, de la CTC et du département, des élus locaux et des acteurs culturels conviennent d'une étude de faisabilité confiée au cabinet Newpol portant sur la réhabilitation de la maison Bataillini. Le rapport final, en mai 2000, a fait l'objet d'une validation globale par le comité de pilotage. Depuis la mise en place du syndicat mixte regroupant les 4 communes du Jonsan le 20 février 2001, un programme de travaux et un mode de gestion ont été arrêtés en mars 2001, ainsi que la démarche de développement territorial engagée pour faire face à l'isolement de leur territoire et au déclin de l'activité économique. Cette opération de revitalisation est centrée sur l'exploitation des atouts patrimoniaux, la nature, les villages et les racines culturelles. Bien décidé à transformer leur handicap en point fort. Le calme, la nature généreuse, le cadre exceptionnel de la vallée et les traditions d'éducation sont naturellement favorables aux activités où la pédagogie, la création et la capacité à se ressourcer pour mieux exprimer l'essentiel. L'économie du projet, qui s'appuie sur les 2 secteurs complémentaires que sont le tourisme et la formation pour fournir une activité à l'année, tend à sécuriser un développement durable. Les différents acteurs impliqués en espèrent le réveil économique du Jonsan. Pour autant, il ne faut pas oublier la vocation sociale et culturelle du projet fondateur, qui apportera une contribution citoyenne par un ensemble d'activités destinées au plus grand nombre, familles, enfants, enseignants, animateurs sociaux. Les effets se mesureront en bien-être, en identité, en éducation, en amélioration des relations et des échanges entre les individus, en stimulation de la création, et ne pourront pas entrer dans un quelconque raisonnement exclusivement économique. Bien au contraire, ces activités justifient pleinement de l'engagement des collectivités au profit du mieux-vivre des générations actuelles et de la préservation du patrimoine pour les générations futures. Les habitants du Jonsan sont particulièrement attachés au bâtiment Bataillini. C'est un lien affectif et identitaire fort, car il appartient à leur patrimoine et à leur histoire. Il a porté les espoirs des générations présentes au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il porte les leurs. Le bâtiment situé au centre du Jonsan
lui donne le rôle de sémaphore dans le cadre du projet de développement territorial qu'ont engagé les 4 communes, Mausoleo, Olmicapé, Pioggia et Vallica, regroupées en syndicats mixtes de la vallée du Gionsano. La vocation, première et ancienne du bâtiment, est d'être un centre de vie. À ce titre, il abrite différents services publics d'intérêt local ainsi que d'autres espaces. L'école, quant à elle, a été transférée dans l'ancien foyer rural qui, après travaux, offre des locaux à la mesure de ses besoins et à l'échelle des enfants. Une micro-crèche complète l'accueil des jeunes enfants. Elle bénéficie d'une cour de récréation, d'un environnement ensoleillé. Elles ne sont pas écartées du bâtiment Battagligne auquel elles restent reliées par un passage particulier. Aujourd'hui, le bâtiment abrite la mairie, salle de délibération et archives, un bureau de poste, un bureau de l'ARIA, un office de tourisme, une bibliothèque augmentée d'un espace public numérique, dit PAM, un hébergement en dortoir et un appartement pouvant accueillir 70 personnes, un réfectoire, une salle d'accueil, projections, exposés, réunions, arts plastiques, conférences, salle de gym, salle de travail, ainsi que les bureaux du syndicat mixte.